Depuis le Summer Game Fest, Twitter est envahi de critiques positives, mais surtout négatives sur le remake de The Last of Us. Certains disent que c'est super, d'autres disent que c'est inutile, que le jeu était déjà très beau, mais surtout ils disent que les remakes doivent servir pour des jeux qui en ont besoin. D'autres encore vont parler des ventes, vont dire qu'on mange un peu trop de cette licence depuis un certain temps, surtout que la série HBO arrive à grands pas. Et personnellement, moi, tous ces débats, je m'en fiche un peu. Le truc, c'est que j'ai vu un tweet qui m'a interpellé et qui, je pense, a relevé une question essentielle sur tout ce qui se passe depuis l'annonce de The Last of Us partie 1. Ce tweet nous vient de Old Circle Appreciator et il nous dit « Un de mes professeurs d'art a dit un jour quelque chose que je n'oublierai jamais à propos de l'hyperréalisme. Ne sois pas une caméra, nous avons déjà des caméras. » Depuis le début du débat, c'est sans doute la seule remarque vraiment pertinente que j'ai vue. La question n'est pas de savoir s'il faut faire un remake ou si le remake est réussi, mais plutôt de savoir pourquoi on en fait. Et ça concerne pas que le jeu vidéo, ça fait des années maintenant qu'on remet au goût du jour les grandes licences d'avant. Star Wars, Jurassic Park, SOS Fantôme, dernièrement on a eu Top Gun. Pourquoi on ramène ces œuvres et surtout pourquoi on vient les actualiser ? Ça coûterait moins cher de simplement porter un jeu sur une nouvelle plateforme ou de ressortir un film au cinéma sans toucher à quoi que ce soit. Et ça pousse vers un débat qui est aussi artistique. Le fait d'améliorer un jeu graphiquement, ça veut pas simplement dire qu'on le refasse pour qu'il corresponde au graphisme d'aujourd'hui, ça sous-tend aussi une préférence pour l'hyper-réalisme. Pourquoi ce genre artistique précis est devenu un critère de qualité ? Pourquoi il est au centre du remake ? À chaque fois qu'on a vu le remake d'un jeu, c'était pas forcément pour y apporter de nouvelles choses, mais seulement pour l'améliorer graphiquement. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi l'industrie aime faire des remakes. On va d'abord répondre aux questions les plus simples. On pourrait se dire que le remake sert avant tout à l'immersion des joueurs ou du spectateur. Plus une chose se rapproche de notre réalité, plus elle est immersive. Et ce postulat déjà, il est faux, parce que l'immersion est un concept qui est absolument et inévitablement subjectif. Certaines personnes peuvent être totalement immergées dans un livre, là où d'autres préfèrent un support visuel. Et qui dit subjectivité, dit aussi réceptivité. Avec mes expériences personnelles, j'ai été bien plus immergé avec Outer Wilds qu'avec le dernier Assassin's Creed. Et pourtant, l'un a des graphismes qu'on pourrait qualifier de mauvais, l'autre est beau et se rapproche d'un ultra-réalisme. Et bien entendu, l'hyper-réalisme peut jouer dans l'immersion. C'est plus simple pour certains d'avoir un support visuel qui se rapproche de la réalité plutôt que le contraire. Pour autant, ça répond pas vraiment à la question principale. On n'a pas eu besoin d'un remake ni d'un remaster à The Last of Us pour avoir une histoire extrêmement prenante et immersive. Du coup, on peut pas vraiment trouver une justification au remake de The Last of Us quand on parle d'immersion. L'immersion, elle peut se passer d'hyper-réalisme. Et attention, je parle pas ici de l'utilité d'en proposer un remake, on cherche surtout à comprendre pourquoi c'est une pratique toujours plus récurrente dans l'industrie. D'ailleurs, en parlant d'industrie, on pourrait aussi dire que c'est pour l'argent. En proposant du neuf avec du vieux, on promet une expérience au joueur à la fois nouvelle et identique à ce qu'il a connu jusque-là. C'est un phénomène qu'on a remarqué dernièrement avec GTA V et qui a littéralement connu 3 générations de consoles. Et l'intérêt dans tout ça, c'est pas de faire plaisir aux fans, sinon Rockstar aurait déjà sorti GTA 6, qui doit être l'un des jeux les plus attendus actuellement. Ils savent que ressortir un jeu, ça génère encore plus de ventes. Actuellement, GTA V s'est vendu à plus de 370 millions d'exemplaires, selon le rapport financier de Takes-Two. Et on voit des bons astronomiques de ventes à chaque fois que le jeu sort dans une version remasterisée, même quand on voit pratiquement aucun changement sur une version dite remasterisée. Indéniablement, GTA V a un nombre de ventes incomparable par rapport à des jeux comme The Last of Us et ses quelques 17 millions de ventes. Mais on sait qu'à chaque fois que Sony a sorti un remake, les ventes explosaient. Ça a notamment été le cas de Shadow of the Colossus, de Demon's Souls, et je suis persuadé que s'il y a un remake de Bloodborne, ça fera un carton. Du coup, on peut pas dire que l'argent soit une motivation première pour faire des remakes, mais c'est une méthode qui porte ses fruits. Elle permet de ne pas faire un pari trop risqué quand on apporte du neuf avec des jeux qui ont déjà fait leurs preuves. Pour le cinéma, c'est un peu différent et même assez risqué. On peut pas refaire un film plan par plan en actualisant l'image. Du coup, on fait des suites, des reboots, et on offre au spectateur une nouvelle expérience d'un univers qu'il connaît déjà. C'est notamment le cas des exemples que je citais un peu avant, comme Star Wars, Jurassic Park, etc. Par contre, même si on peut comprendre la motivation économique derrière le processus d'un remake, ça explique toujours pas pourquoi le remake se dirige forcément vers de l'hyperréalisme. Il faut essayer de creuser le côté artistique de la question. Le débat sur le réalisme ou l'hyperréalisme est présent depuis très longtemps.
Déjà chez Platon, un philosophe de la Grèce antique, il y avait une critique de l'art en tant qu'elle imitait la nature. Il n'appréciait pas le fait qu'on puisse reproduire cette nature sans en comprendre véritablement le sens. Quand un peintre produit un arbre, il ne fait que montrer l'apparence de cet arbre et non pas ce qu'il est réellement. Et c'est justement cette imitation, le fait de vouloir se rapprocher du réel, qui était problématique à l'époque. Non pas que Platon détestait l'art, mais il prenait surtout cette discipline, et les artistes plus précisément, comme des trompeurs, des illusionnistes qui ne faisaient que nous éloigner de la réalité. C'est un débat qui s'est perpétué au fil de l'histoire, et qui apporte autant de réponses qu'il y a d'intervenants. Et ça ne nous aidera pas à comprendre pourquoi on veut s'approcher de la réalité quand on fait de l'art. Pour autant, on peut trouver des exemples très intéressants et qui nous permettent de concevoir une sorte de fascination pour l'illusion et l'imitation du réel. Pline l'Ancien, auteur du livre Histoire naturelle, nous raconte qu'un jour, deux peintres, Parrhasius et Zeuxis, se sont affrontés pour déterminer qui fera la peinture la plus admirable. Et par admirable, on peut entendre la peinture la plus qualitative, la plus artistique, ou celle qui se rapproche le plus de la réalité. Zeuxis va peindre des grappes de raisins, et il va réussir à tromper des oiseaux, qui vont venir picorer ces faux raisins. Après cela, Zeuxis va tirer un rideau qui dissimule la peinture de Parrhasius, jusqu'à s'apercevoir que ce rideau était en fait la peinture. Selon cette fable, c'est Parrhasius qui aurait remporté ce défi, tout simplement parce qu'il a réussi à tromper un homme, là où Zeuxis n'a trompé que des oiseaux. Et c'est justement ici qu'est tout l'enjeu et le sens même des remakes d'aujourd'hui. Le but n'est pas d'aller capter l'essence même de l'objet qu'on veut imiter, mais de faire croire qu'il est réel, alors même que nous savons, nous joueurs et spectateurs, que l'entièreté d'une scène est fausse. Et ici on ne parle pas d'immersion, mais bien d'imitation. Le jeu The Last of Us veut nous faire croire qu'il y a un monde rempli de claqueurs, qu'il y a des groupes comme les Lucioles qui se sont formés. Et par conséquent, le fait de se rapprocher d'hyperréalisme, ça veut pas dire qu'il y a une certaine fainéantise artistique, justement parce que l'hyperréalisme veut créer une tromperie. Il veut créer un malaise, un émerveillement, une émotion chez celui qui est impliqué dans un jeu ou dans un film. Aujourd'hui, le débat revient en force justement parce qu'on a les outils non pas pour imiter la réalité, mais pour la retransmettre telle qu'elle grâce aux appareils photo et aux caméras. Et cette manière d'approcher la réalité, d'éviter un outil pratique pour la retranscrire avec des méthodes plus anciennes, ça provoque des réactions négatives chez ceux qui veulent s'exprimer autrement que par l'hyperréalisme. Il faut pas oublier que quand le sujet s'y prête, le jeu vidéo, tout comme le cinéma, est une proposition d'une réalité alternative. Et à partir de ce moment-là, deux choix s'offrent à nous. D'abord proposer une direction artistique décalée de la réalité, qui assume le fait que nous soyons plongés dans une histoire fictive, et là je pense notamment à Spider-Man Into the Spider-Verse, qui l'assumait visuellement, et qui était tout autant qualitatif qu'un vrai film Spider-Man. L'autre choix, c'est d'emprunter le chemin de l'illusion, de faire croire au spectateur que tout ce qu'il va voir est réel, et malgré ça, nous resterons sur une proposition artistique qui n'est pas dénuée d'imagination. Du coup, pourquoi faire des remakes ? On a pu le voir, le vrai débat autour de l'utilité du remake, c'est pas de savoir si ça fera du chiffre, mais plutôt de voir si ce procédé a une motivation artistique. Et oui, elle en a une. D'abord parce que au-delà du fait qu'on améliore des graphismes, ça permet aussi et surtout d'améliorer la technicité d'une œuvre, d'améliorer un rendu que les artistes auraient voulu avoir en premier lieu. Même si on critique l'hyperréalisme, même si on pense que ce n'est pas vraiment de l'art, il ne faut pas oublier que les arts visuels fonctionnent aussi avec des outils qui évoluent constamment, et que par conséquent, les artistes peuvent être bloqués à un moment donné. Du coup, dès qu'ils en ont l'occasion, ils améliorent leurs œuvres, autant visuellement que dans l'idée même de ce qu'elles racontent. Et ça, on le voit de partout et beaucoup dans les arts. C'est pas pour rien que Disney renouvelle ses œuvres en intégrant des minorités, en véhiculant des idées plus tolérantes ou qui ont changé par rapport à l'année de sortie d'un film. De même, il y a des livres qui connaissent des nouvelles traductions pour s'approcher toujours un peu plus de l'œuvre originale, pour être toujours plus précis. Cette précision, on la ressent dans les idées d'une œuvre, dans son histoire, et aussi dans ce qu'elle propose visuellement. C'est pour ça qu'on fait des remakes.